Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, des mots qui ont du mal à venir parce qu'ils viennent en trop grand nombre. Évidemment que des superlatifs d'abord pour qualifier ce qu'elle représente pour moi, comme ce qu'elle représente aux yeux du monde. Aujourd'hui un épisode un peu spécial que je traîne depuis le début de la chaîne. Ce genre de format me permettra aussi de parler d'acteurs, de réalisateurs qui m'ont touché ou j'aime beaucoup tout simplement, mais l'idée est d'abord venue parce que j'ai toujours voulu parler des actrices. Hongkongaises d'abord parce qu'il y en a plein et que je les adore. Zhang Ziyi, Michelle Yeoh, Gong Li, Carina Lo, Brigitte Lin, Rosamund Kwan et j'en passe bien d'autres pour arriver jusqu'à Maggie Cheung. Peut-être celle qui me parle le plus, que je comprends sans connaître, qui m'éblouit à chaque apparition sur un écran par son naturel ou par son mystère impalpable. Donc le premier épisode était presque une évidence. Comment ne pas commencer par elle? Une actrice pour qui j'ai une admiration infinie sans même en savoir plus que ça. Sur elle, son parcours ou même ses films, parce qu'en fouillant un peu, je me suis rendu compte à quel point elle était une boulimique de travail. Maggie Cheung, en 10 ans, c'est environ 70 films avant de faire une petite pause en 1994. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Alors oui, majoritairement des comédies, mais aussi des petits bijoux, comme les Police Story, As Tears Go By, Nos Années Sauvages ou encore L'Auberge du Dragon. Mais Maggie Cheung, ce n'est pas seulement ses films, voire en fait, je crois que c'est tout sauf ses films. Je pourrais vous dire que je suis tombé amoureux en la voyant vraiment pour la première fois dans ses robes magnifiques et ce décor des années 60, comme je l'ai été avec Monica Vici dans La Ventura, mais en fait non, c'est plus que ça. Plus profond et plus indescriptible. Elle transporte en elle une magie qu'on aimerait percer à jour, un mystère dont on veut déceler ses rouages. Alors pour ce premier épisode, c'est ce que j'ai essayé de faire, comprendre un peu plus qui elle est, ses choix, son parcours, et je me suis rendu compte que tout était là en fait depuis le début. Maggie Cheung ne comprend pas le mystère qui l'entoure. Pour elle, dans la vraie vie, elle est comme un livre ouvert, aucun coffre à déjouer ou de clé à trouver. Et c'est justement peut-être ça, la réponse, qu'elle est tellement naturelle qu'elle en devient énigmatique. Mais pour comprendre ça, il faut revenir au début, au pourquoi du comment, et ça commence dans le sud-est de la Chine. Maggie Cheung est née le 20 septembre 1964 à Hong Kong et dans sa jeunesse, elle n'a jamais eu envie d'acting ou même de mannequinat. Ce à quoi elle aspirait, c'était coiffeuse. Tout simplement parce que petite, elle adorait brosser les cheveux de ses poupées. À l'âge de 8 ans, elle et sa famille déménagent à Londres, où elle va grandir jusqu'à la fin de son lycée. Déjà, là, il y a les prémices de ce qui va donner le caractère de Maggie Cheung. Parce qu'elle se sentait comme une alien, étant la seule asiatique dans son école, même si ça ne l'a jamais vraiment dérangée. Mais surtout parce que changer totalement de continent, de culture, de langue, ça change une personne. Entre-temps, ses parents vont malheureusement divorcer, le père reste à Londres et la mère repart à Hong Kong. La petite Maggie, elle, décidera donc de rester à Londres. Puis à l'âge de 17 ans, après le lycée, Maggie Cheung avait encore des envies de coiffure. Pour l'instant, elle avait un petit job de caissière dans une librairie. Elle aimait ses collègues et trouvait même mignon un garçon de la boutique d'à côté. Mais entre-temps, elle décide de partir à Hong Kong pour des vacances. Et c'est à ce moment-là que sa vie va totalement changer. Parce que par hasard, comme s'il était de mèche avec le destin, à Hong Kong, quelqu'un va la repérer dans la rue et lui proposer de commencer le mannequinat. Et les choses en entraînant une autre, Maggie Cheung finira à 18 ans, deuxième au concours de Miss Hong Kong. Nous sommes en 1983. À partir de là, elle va se faire repérer par le cinéma et va jouer dans son premier film, Prince Charming, sorti en 1984, qui fera partie des derniers films produits par la Shaw Brothers, le très grand studio de cinéma qui va malheureusement fermer ses portes et arrêter la production cinématographique très peu de temps après. Mais avant leur dernier barreau d'honneur, la Shaw va être la porte d'entrée de l'une des plus grandes stars que le cinéma hongkongais ait connu. Et il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le pourquoi ils ont pensé à elle, il n'y a qu'à voir la première scène où le personnage principal rencontre celui de Maggie Cheung. Mais au-delà de son physique avantageux, quelqu'un va y voir autre chose quand il l'apercevra dans une série télé. Avec un certain humour, ce quelqu'un dirait qu'il voyait en elle que ça la dérangerait pas de prendre un coup de pied et de dévaler des escaliers. Et ce quelqu'un va une nouvelle fois changer sa vie. À partir de là, on peut déjà apercevoir à quel point le hasard, ou le destin, appelons-le comme on veut, avait décidé que l'aspirante coiffeuse, que la première dauphine de Miss Hong Kong 1983, arrivée dans le mannequinat par hasard, dans le cinéma tout aussi par hasard, allait devenir une star. Parce que jouer aux côtés de Jackie Chan lui a donné une visibilité incroyable. Dans le film, Maggie Cheung est rayonnante d'ailleurs, elle a une fraîcheur, un côté ingénu magnifique, et elle aura même le droit à la fameuse scène où elle se fait pousser dans les escaliers. Je ne vais pas plus que ça m'attarder sur Police Story, tout simplement parce qu'on en a fait une vidéo sur la chaîne, donc je vous invite à y jeter un œil. Mais si jamais vous n'avez jamais vu ce film, foncez, c'est un petit bijou. Et puis il n'y a pas grand chose à dire en vrai sur son rôle. On va pas se mentir, c'est quand même un faire-valoir de Jackie Chan, même si elle le fait quand même très bien. Elle a des mimiques et une drôlerie qui la rend adorable dans le film. Loin d'être un rôle de composition ou même un grand rôle, ses apparitions font toujours mouche. Pour preuve, la carrière de Maggie Cheung à partir de ce moment-là va exploser. Même si elle tournera majoritairement dans des comédies, de tout type, mais des comédies quand même, héritage de Police Story.
Story. Elle rejouera d'ailleurs plusieurs fois May, la copine du personnage de Jackie Chan, comme le symbole d'un remerciement éternel. Déjà, dans Police Story 2, où Maggie Cheung se blessera dans l'une des scènes de fin, elle doit passer à travers une rangée de cadres en métal, sauf que pour l'une des prises, ça va tomber sur sa tête, direction l'hôpital pour 17 points de suture. On ne peut pas dire qu'elle ne donne pas de sa personne pour ses rôles, même si ça la freinera pas mal dans l'idée de refaire ce type de scène dans d'autres films. Et malgré ça, elle reviendra quand même dans Police Story 3. La Maggie qui n'aime pas beaucoup jouer dans des films d'action parce qu'elle ne sait pas se battre, tournera dans d'autres Jackie Chan, comme Les Marins des Mers de Chine 2 et Double Dragon. Elle enchaîne donc les films et les comédies jusqu'à arriver en 1988, pour un film qui va permettre à Maggie Cheung de rayonner un peu plus fort. Cette fois, en la faisant rencontrer le réalisateur qu'on assimile le plus à sa filmographie, le encore jeune et déjà talentueux Wong Kar-wai, dont ce sera le tout premier film. Alors oui, quand on entend les noms de Maggie Cheung et de Wong Kar-wai ensemble, résonne un autre film dans nos oreilles. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, plongeons ensemble dans un film extrêmement intéressant, surtout par ce qu'il dit de son réalisateur. Parce qu'on peut sentir dans As Tears Go By déjà les prémices de tout le cinéma de Wong Kar-wai. En seulement un film, il impose déjà sa vision esthétique, des cadres magnifiques mais étonnants, et ces fameux effets de mouvement qu'on retrouvera dans le reste de ses films. Mais on y voit aussi tout l'impact de la nouvelle vague hongkongaise. Un polar, une histoire de petits mafieux, mais aussi une histoire d'hommes et d'amitié. Et si je dis ça, c'est parce que je trouve ça marrant comment le film est vendu par son affiche. On y voit Andy Lau et Maggie Cheung s'embrassant intensément comme la promesse d'un film d'une romance forte et passionnelle. Alors qu'au final, l'histoire entre ces deux personnages n'est que secondaire. On suit surtout Andy Lau qui se démène de sortir d'affaire son acolyte et ami Jackie Cheung de tous les problèmes qu'il arrête pas de se créer. Par contre, ça n'enlève en rien la présence de Maggie Cheung dont le casting est si bien trouvé. Elle a encore cette jolie naïveté pour interpréter le rôle d'un personnage qui débarque dans une ville sans connaître personne, ni même Andy Lau son propre cousin. Elle dégage une douceur et une pureté qui donnent de la crédibilité à son personnage. Malgré l'arrivée d'hommes en sang, elle nettoie leurs affaires plutôt que d'être choquée et de partir. Et puis comment Andy Lau ne peut pas tomber amoureux d'elle? Évidemment. Jusqu'au dernier plan de Maggie Cheung qui montre déjà tous ses talents d'actrice, et de Wong Kar-wai qui lui fait confiance en la filmant juste elle, en un seul plan, laissant venir les émotions. Cette année 1988, donc juste 4 ans après ses premiers débuts sur le grand écran, la encore jeune Maggie va établir un premier record dans sa carrière en étant dans 12 films. Un record qu'elle battra plus tard, en 1993, parce qu'elle sera à l'affiche de 13 films en une année. Forcément, avec ce genre de chiffres, on arrive vite à environ 70 films en 10 ans. En 1990, elle tournera de nouveau avec Wong Kar-wai dans son deuxième film, Nos Années Sauvages, un film génial que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas encore ici qu'on s'arrête, non. On va plutôt s'avancer d'une année pour arriver en 1991 avec un autre film important dans sa carrière où elle jouera dans le biopic de l'une des plus grandes stars du cinéma muet chinois, Ruan Lingyu, qui s'est suicidée à l'âge de 25 ans, victime des ragots et des scandales. Mais aussi parce que grâce à ce rôle, Maggie Cheung va être la première actrice chinoise à gagner le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de Berlin, l'un des plus grands festivals d'Europe. Un film particulier qui mélange pure fiction, images d'archives de ce qui peut rester des films de Ruan Lingyu ou conversation entre le réalisateur Stanley Kwan et son casting. Maggie Cheung y est fantastique dans le rôle, du début à la fin, aussi charismatique que pleine de subtilité. Tous ces moments flottants, sans dialogue, mais qui pourtant veulent dire 1000 mots. Évidemment, Center Stage est une lettre d'amour à une actrice et au cinéma muet chinois, mais c'est aussi un film sur l'amour avec un grand A, dans tout ce qu'il peut avoir de beau et de terrible à la fois, et à quel point il peut détruire la vie d'une femme. Maggie Cheung arrive à nous faire vivre toutes ces années qui passent, tous les moments de cinéma comme tous les moments de la vie privée de Ruan Lingyu, avec une fluidité et un naturel somptueux, nous retranscrivant son destin de la plus belle des manières, avec une scène de fin magistrale de jeu et de retenue. Et malgré la forme assez spéciale du film qui mélange les styles, on n'est jamais perdu. On peut aussi y apercevoir un certain impact que ce rôle a pu avoir sur la vie de Maggie Cheung. Elle qui devient de plus en plus une superstar à Hong Kong, qui fait face aux applaudissements comme aux critiques, voit dans le destin de Ruan Lingyu quelque chose qu'elle ne veut pas suivre, laisser les ragots et les candidatons la détruire. 係，但係即係我自己身為一個藝人啦，我覺得人言可畏啊，輿論呢樣嘢唔分咩年代，即係依家都一樣係咁可怕。其實你做一個演員，你都唔係話代表要你全部最私人嘅嘢都公開俾人知，你真係俾人揭開晒你一層層，睇到你入邊咧，嗰樣好辛苦咯。所以我係好即係好明白阮玲玉嗰陣時嗰個心情。喺嗰個年代，阮玲玉遇到啲咁嘅事就自殺啦嚇。咁如果今日你遇到同樣嘅事，你會唔會自殺？
我諗我第一個反應，最少我俾人嘅感覺會係 who cares， 但係我唔開心我嘅事咧，但係我一定唔會俾個滿足感佢哋話我唔開心，何況自殺？要死我自己會選擇去死，唔係因為你哋。Dans la suite de sa carrière, qui va continuer de compter de nombreux films, il y aura L'Auberge du Dragon en 1992, un film que j'aime énormément avec une lumière magnifique et surtout un combat final absolument somptueux dans le sable contre le méchant Donnie Yen. Et au-delà du casting impressionnant, il y a évidemment notre chère Maggie Cheung qui est tout simplement merveilleuse dans ce rôle de tenancière d'auberge, qui joue constamment sur un film un peu dangereux mais qui arrive toujours à s'en sortir. C'est personnellement un de ses rôles que je préfère, cette malice qu'elle a, ce jeu permanent si enivrant qui en fait sortir un charisme délicieux et sans égal. En 1993, elle fera aussi Heroic Trio en costard avec Anita Mui et Michelle Yeoh. Ching Siu-tung sera aux chorégraphies des combats comme pour l'Auberge du Dragon, mais aussi Johnny To à la réalisation quand il faisait encore que des films de commande pour les studios. Un film fou qui s'arrête jamais, assez cool à regarder malgré ses défauts, et qui même s'il réunit 3 têtes d'affiche, se permet de filmer de la cruauté. Comme quand un preneur d'otage tue de sang-froid une victime, puis lui remet une balle, et lui remet encore une balle, le jusqu'au boutisme. Ou encore évidemment un autre film de Wong Kar-wai, Les Cendres du Temps, sorti en 1994, qui va signer le premier départ à la retraite de Maggie Cheung. Parce que oui, Maggie Cheung a pris une première retraite dans sa carrière. Il faut dire que c'est à ce moment-là, en 1994, après 10 ans de carrière, et son tout premier film Prince Charming en 1984, qu'elle aura enchaîné environ 70 films. Ayant aucune technique d'acting, elle fait tout au feeling. Elle a travaillé trop vite pour apprendre à jouer. Elle ne sait pas comment incarner un personnage. Ça lui est tellement tombé dessus ce métier. Alors quand on lui demandait de pleurer, elle voulait pleurer pour de vrai. Et elle ne veut pas utiliser d'artifice. Sauf que sa technique, c'est d'imaginer sa mère mourir. Encore et encore. Et c'est dur quand il faut le faire plusieurs fois d'affilée. Elle en souffrait même parfois parce que c'est un stress qui se rajoutait au milieu de tant d'autres. Alors la volonté d'arrêter le cinéma se faisait déjà sentir avant même sa retraite. 今日問我，我真係絕對想話唔做，因為呢幾晚即係不斷咁開通宵啊，自己真係覺得好無聊啊！你拍咩啫？拍咁多戲，拍嚟拍去。 Une triste déclaration qui peut expliquer que ce trop-plein de travail ne lui a pas juste empêché d'apprendre la comédie, mais aussi de se demander si elle était heureuse dans cette vie. Tout ça ne vient pas de nulle part. À Hong Kong, on disait qu'une actrice après 30 ans ne valait plus rien. Alors c'est avec cette pression de l'industrie sur les épaules que Maggie Cheung a aussi autant enchaîné les films. Profiter du momentum avant la fin. Mais pour revenir sur l'acting, même sans technique, Maggie Cheung a toujours réussi à sortir son épingle du jeu. Et ça, notamment grâce aux costumes. Parce que ça l'aide à rentrer dans le personnage, à mieux la comprendre, ou encore à mieux s'imprégner d'une époque. Et si je parle de l'importance du costume dans le jeu de Maggie Cheung, c'est parce que son retour au cinéma va être justement marqué par un sacré costume. Aussi improbable qu'il est improbable l'appel d'un réalisateur français pour lui offrir un rôle. Et si j'ai parlé juste avant de Heroic Trio, c'est parce que c'est entre autres avec ce film qu'Olivier Assayas va y voir son Irma Vep. Le film est une fiction aux frontières du documentaire Making of qui voit Maggie Cheung jouer son propre rôle, arriver à Paris pour jouer justement Irma Vep dans ce remake d'un classique du cinéma muet français, Les Vampires de Louis Feuillade fait en 1915. Elle, qui pourtant n'avait pas prévu de revenir au cinéma, se voit proposer un film dans un autre pays, où elle ne connaît personne, où elle ne connaît pas la langue, et en plus, pour qu'elle joue son propre rôle, ce qu'on ne lui avait jamais proposé avant. C'est justement tout ça qui va donner envie à Maggie Cheung de dire oui. Une nouvelle aventure complète qui la fera quitter le star system hongkongais, où elle sera traitée comme l'actrice d'un film et pas comme la célébrité qu'elle est là-bas, où entre les prises, elle va pouvoir s'asseoir par terre avec le reste de l'équipe et parler de tout et de rien. Et c'est tous ces éléments qui lui rendront cette expérience incroyable et qui sera de ses propres mots une bouffée d'air frais. It's tight? Yes. Oh, I'm sorry. Yeah, it has to be tight, you know? Wait, it has to be very tight. It's the idea of the costume, right? It's bondage costume, okay? But you're sure this is what René wants? Oh, yes, of course. That's what he wants. Yeah? Well, it's just completely different from what I imagined, you know. C'est marrant parce que ce qui va la ramener au cinéma, ce n'est pas elle, mais quelqu'un qui vient la chercher. Le hasard, encore une fois, ou le destin, qui sait. Comme avec le mannequinat d'abord, et comme son premier rôle ensuite. Cette fois, le cinéma revient d'une manière encore plus étonnante par le biais d'un Français. Et pas n'importe lequel, parce qu'ensuite Olivier Assayas deviendra le mari de Maggie Cheung. Comme quoi, la vie c'est fou. Il y a des virages qu'on n'attend pas, des chemins cachés que si on ose emprunter peut nous dévoiler toute leur beauté. Après une pause d'à peu près 2 ans, Irma Vep sort en 1996. Maggie Cheung et Olivier Assayas seront mariés entre 1996
1998 et 2001, ça aura une importance un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, Maggie Cheung revient officiellement au cinéma et Irma Vep va être l'avènement de ce qu'elle-même appelle la seconde partie de sa carrière. C'est à partir de là qu'elle va beaucoup plus faire attention à ses choix de films, par fierté principalement, parce que les films te suivent toute ta vie et qu'elle ne voulait plus faire de films dont elle se fichait. Ses choix vont payer, parce que le prochain film dont on va parler, sorti lui aussi en 1996 et annonçant le retour de l'enfant prodigue au pays, Irma Vep n'étant pas sorti à Hong Kong, va être un total carton. Autant qu'Irma Vep n'est pas sorti à Hong Kong, Comrades Almost a Love Story ne sera jamais sorti en France, ce qui est sacrément dommage pour un film génial et une Maggie Cheung absolument éblouissante. De son titre original Chan Mimi, qui est tiré d'une chanson d'une célèbre chanteuse Teresa Teng, dont tout le film sera un hommage à l'artiste malheureusement décédé un an plus tôt, puisqu'il sera traversé pendant 2 heures des musiques de la chanteuse. Chan Mimi va être un carton dans la colonie britannique puisque lors des Hong Kong Film Awards, leur César à eux, le film va remporter pas moins de 9 récompenses. Meilleure musique, meilleur costume et maquillage, meilleure direction artistique, meilleur scénario, meilleure photographie, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur film, meilleur réalisateur et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, meilleure actrice pour Maggie Cheung. Chan Mimi, c'est une histoire d'amour pas comme les autres, surtout par comment il la traite. Il a quelque chose d'étonnant, de déconcertant aussi. Tout paraît si normal devant nos yeux alors que rien ne l'est. On leur pardonne presque l'impardonnable. Mais pourquoi? Juste parce qu'ils sont les personnages principaux d'une histoire? C'est marrant quand même comme chose. Il suffit d'être le centre d'intérêt pour qu'on ferme les yeux. Bref, tout en suivant Léon Lai qui joue un personnage naïf, voire parfois un peu simplet, et Maggie Cheung, une travailleuse acharnée, pas forcément toujours très agréable. C'est aussi un film qui parle d'immigration, de la volonté d'un avenir meilleur pour les Chinois continentaux, laissant leur vie, leur famille derrière eux, pour tenter leur chance dans une ville qui promet un futur meilleur, mais qui peut tout autant le détruire. Le film se passe sur plusieurs années, le personnage de Maggie Cheung change, passe par plusieurs étapes, et à chacune d'elles, elle est crédible, mais surtout, elle est d'un naturel déconcertant. Dans ce film, jouer paraît si facile pour celle qui découvre encore la deuxième partie de sa carrière, et elle montre à quel point, même sans aucun apprentissage, elle a maîtrisé l'art de jouer. Ralentissant sa présence sur les tournages, Maggie Cheung apparaîtra dans The Sung Sisters et Chinese Box en 1997. Elle reviendra ensuite en France pour tourner Augustin, roi du Kung Fu, sorti en 1999, et enfin, en 2000, elle jouera dans Sausalito, mais surtout dans le film qui sera sans doute le plus impactant de toute sa carrière, le grand et unique In the Mood for Love. 我聽到隔離有聲，我仲要顧生顧太翻咗嚟添。仲未翻喎？你揾佢哋有事啊？冇，我諗住揾佢哋傾下偈啫。 Comme Polystory, je vais pas trop m'attarder sur ce film puisqu'on a fait une vidéo déjà dessus que je vous invite à regarder. Mais encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, vraiment arrêtez tout et lancez-le. La question de savoir si vous allez aimer ou pas ne se pose même pas, c'est juste tout simplement un film à voir. Mais je suis obligé quand même de dire quelques mots sur Maggie Cheung, et surtout sur mon rapport à ce film. Je l'avais probablement déjà vu dans Polystory sans y faire trop attention, mais ma vraie première interaction avec elle, c'était bien dans cette Hong Kong des années 60, et dans ces robes qui la rendaient aussi classe qu'aveuglante. Cette nonchalance, ce mystère et puis évidemment cette beauté, plus rien n'était pareil. Ma fascination pour elle avait commencé. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était plus que juste tomber amoureux d'une actrice ou d'un personnage. C'est vouloir y percer tous ses secrets, forcément accentué par ce rôle de femme aussi insaisissable, où parfois tout ce qu'on a, c'est un regard à la croisée d'un escalier. Et je n'aurai jamais assez de mots pour décrire ce que ce film ou Maggie Cheung est devenu à mes yeux. Après ce film, le cinéma va devenir de plus en plus orphelin de Maggie Cheung. Elle fera Héros de Zhang Yimou en 2002, et ensuite, la même année, elle va signer ses 2 dernières apparitions au cinéma. En 2004, avec 2046 de Wong Kar-wai, et le film dont on va parler, Clean, d'Olivia Assayas. Just tell me this. Were you there when he died? No. Had you been fighting? Yes. Did you buy the stuff? No.
Pour l'un de ses derniers films, Maggie Cheung repart tourner avec son ex-mari, dans un rôle très particulier, celle d'une mère addicte à l'héroïne qui essaye de retrouver la garde de son fils. Grâce à ce film, elle va une nouvelle fois marquer l'histoire, en devenant la première femme asiatique à gagner le prix d'interprétation à Cannes. Maggie Cheung. Le film est vraiment sympa, même si je trouve qu'il manque d'un quelque chose, il manque de force. Il est trop gentil avec son personnage. On suit l'histoire d'une camée, mais j'arrive pas totalement à y croire. Et c'est pas de la faute de Maggie Cheung qui est très bien dans le film, elle a même des moments de vérité assez forts et qui marchent vraiment bien. Mais c'est plutôt par comment Assayas filme son histoire. Par exemple, il y a une scène de shoot au début du film, mais on voit rien. C'est qu'un enchaînement d'inserts et du personnage qui s'endort dans sa voiture, pour en plus se réveiller fraîche le lendemain. Il y a presque quelque chose de trop propre. Mais bref, on n'est pas là pour parler du film, mais de son actrice. Parce que pour le coup, Maggie Cheung se donne à 100% pour son rôle et dira même que c'est pour elle son meilleur travail en tant qu'actrice. Et je peux comprendre pourquoi, il y a presque quelque chose d'absolu dans ce qu'est devenue Maggie Cheung, en tant qu'actrice, mais aussi en tant que femme. Elle est loin la jeune fille ingénue qui enchaînait les films. Et puis l'histoire de son personnage l'emmène entre Londres et Paris, comme pour elle. Dans le film, elle parle anglais, français et même un peu chinois. Comme si Clean était le résumé d'une carrière et d'une vie bien remplie. Jusqu'à la fin du film, qui est presque une ouverture sur le nouveau pan de son histoire. Au-delà même de la qualité du film, de si on aime ou pas, Clean sonne vraiment comme l'arrivée de la croisée des chemins pour Maggie Cheung, en tout point. Après 2004, Maggie Cheung va disparaître du grand écran, même si elle ne s'éclipsera pas totalement pour autant. Notamment en travaillant sur des publicités où elle dira elle-même qu'elle préfère y travailler 3 jours plutôt que faire un film qui dure 3 mois et qui ne lui plaît pas. Pour l'anecdote, elle tournera dans 2 projets vidéo d'un réalisateur qui s'appelle Isaac Julien, Better Life et Playtime, mais surtout, elle a tourné en 2009 dans le film de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Oui, et si vous êtes en train de vous repasser le film dans la tête pour vous remettre Maggie Cheung, bah si vous trouvez pas c'est normal, elle a été coupée au montage. Quentin Tarantino a coupé Maggie Cheung au montage d'Inglourious Basterds. Elle répétera dans une interview en 2007 à quel point elle n'appréciait pas tant que ça faire des films. Jouer la comédie et être dans le personnage quand on dit action, ça oui, elle adorait, mais pas tout ce qui vient avec. Le passage maquillage, coiffure, les temps d'attente longs sur un tournage, la promotion, etc. Que ça avait déjà pris trop d'années de sa vie et qu'elle était fatiguée de tout ça. La motivation de continuer pendant tant d'années et surtout avec tant de films, c'était en se fixant des objectifs. Il fallait qu'elle achète une maison pour sa maman et qu'elle puisse aider son père et sa sœur. C'était une fois que ces objectifs-là étaient atteints que Maggie Cheung a commencé à prendre du recul avec le métier. Pendant toutes ces années, elle s'est surtout tournée vers une autre forme d'art, la musique. Ce qui va malheureusement l'amener à subir l'un de ses plus gros traumatismes parce que entre les passages en studio, les enregistrements, etc., en 2014, l'actrice devenue chanteuse participe au Strawberry Festival. Mais sa performance va être extrêmement critiquée, à tel point que ça va devenir son premier coup dur dans sa carrière d'artiste. Avant, elle était toujours traitée presque comme une princesse. Malgré quelques critiques qu'il y a pu avoir à son encontre, aucun n'a eu, pour elle en tout cas, la violence de ce dernier. Ses connaissances du cinéma ont commencé à prendre leur distance. Elle a perdu beaucoup d'amis à cause de la chanson. Maggie Cheung raconte qu'à cette époque-là, elle pleurait tous les jours et qu'elle a mis 1 an pour s'en remettre. Aujourd'hui, Maggie Cheung manque cruellement au cinéma, mais elle, le cinéma ne lui manque pas. Alors on pourrait rêver de la revoir, mais est-ce vraiment utile? Sa carrière comprend déjà tellement de films et des petits bijoux. Elle ne rêve plus de jouer dans quoi que ce soit. Ce qui l'importe aujourd'hui, c'est de sentir qu'elle devient une bonne personne, tous les jours, petit à petit. Elle a vécu une expérience particulière propulsée dans le cinéma à l'âge de 18 ans, presque sans rien demander. Elle n'a même pas eu sa propre vie, alors on peut au moins lui rendre ça. Tout tournait autour du 7e art, toutes ses connaissances, tous ses amis, on la flattait, on la protégeait. Mais entre-temps, elle s'est aussi un peu perdue. Les symptômes étaient là dès sa première année en tant qu'actrice. Elle passait son temps à vouloir pleurer et à avoir le mal du pays. Ce qui est sûr, c'est que malgré son désamour pour le cinéma, mon amour pour elle, lui, n'a pas changé. Il s'est même intensifié. Elle que je voyais si mystérieuse, si insaisissable, j'ai pu le temps d'une vidéo la comprendre un peu plus, et elle a pu m'enchanter encore un peu plus. Ce qui me fascine chez Maggie Cheung, c'est sa décontraction. Ce truc de je ne sais quoi qui fait que partout où elle met les pieds, semble chez elle. Un naturel tel qu'il en devient presque désinvolte. Comme cette petite dernière mimique à la fin de sa phrase qui en dit tellement. Peut-être qu'elle paraît chez elle partout parce qu'elle ne s'est jamais sentie chez elle nulle part. Sa vie étant baladée entre Hong Kong, Londres puis la France, Maggie Cheung c'est presque comme une nomade qui se laisse porter par le flot, sans jamais avoir d'endroit fixe. Comme elle a laissé le flot de sa carrière et de sa vie se dérouler, et comme aujourd'hui, elle laisse le flot de ce qu'elle aime faire la guider. Quand elle reprit sa carrière en 1996, je vous avais dit qu'elle ne voulait plus faire de films qu'elle n'aimait pas. Par fierté, parce que les films restent. Ce qui est drôle, c'est qu'en 1991, portée justement par ce flow et par tous ses films, elle tenait un autre discours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je me rappellerai toujours de l'actrice qui m'aura autant fait rêver.